Donc nous allons pouvoir donc, enchaîner sur notre discussion. Comme pour la discussion précédente, donc, nous essayons de tenir en 8 minutes pour chaque présentation. Donc nous allons commencer avec Hippolyte Dalvis, professeur à l'Université de Paris 1, qui va nous parler des effets du vieillissement sur l'accession à la propriété immobilière. Merci. Donc en effet, je vais parler du vieillissement et de l'accession à la propriété immobilière. Alors, on imagine que finalement les perspectives de croissance, les perspectives d'augmentation des revenus du travail ne sont pas si importants que ça, donc l'accession immobilière, grossièrement, ce sera potentiellement obtenu s'il y a une baisse des prix. Donc il faut qu'il y ait massivement des gens qui accèdent à l'immobilier pour une baisse des prix. Et donc ce que je vais voir, c'est quel va être l'effet du vieillissement potentiellement sur les prix immobiliers. C'est un sujet relativement vaste, j'ai que 8 minutes, donc essentiellement ce que je vais faire, c'est peut-être battre en brèche une idée reçue et puis avancer quelques pistes. Alors l'idée reçue, c'est plutôt une bonne nouvelle du vieillissement. C'est une idée relativement simple qui nous dit que finalement on achète notre appartement entre 25 et 45 ans, donc une classe d'âge très particulière. Comme cette classe d'âge est censée proportionnellement diminuer en fait dans... Comme c'est une classe d'âge qui doit être donc relativement moins nombreuse depuis quelques années et puis dans les années à venir, on imagine qu'il va y avoir une baisse de la demande, vous voyez, de biens immobiliers, donc potentiellement une baisse des prix. Et ça me paraît, au vu des statistiques récentes, notamment pour la France, quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et je vais insister sur d'autres points, plutôt sur le point de l'offre. Non seulement de l'offre de biens de l'immobilier ancien, mais aussi sur le neuf. Et on va voir que là, les évolutions démographiques sont beaucoup plus importantes. Et j'aurai du coup une vision un petit peu contrastée de l'effet sur les prix. Alors, premier transparent, c'est ce dont sur quoi on doit travailler. Ce dont on a besoin, en fait, la statistique dont on a besoin pour travailler sur ce sujet. Grossièrement, ce sont des profils, en fait, d'achat et de vente. En bleu, vous avez les profils d'achat et en rouge, vous avez les profils de vente en fonction de l'âge. D'accord. Donc, en abscisse, vous avez les âges, les différentes classes d'âge réparties par 5 ans. Et puis, en ordonnée, vous avez des probabilités, c'est-à-dire une proportion, en fait, de la classe d'âge qui soit achète, soit vend. Donc, vous voyez que le profil est relativement différent. On achète plus jeune que l'on ne vend. Donc l'âge moyen, si vous voulez, de l'achat est plus petit que l'âge moyen du vendeur. Et donc on se dit que le vieillissement, eh ben, on devrait se tourner vers les vendeurs, d'où l'idée d'une baisse de l'immobilier. Donc ça, c'est ce dont on a besoin. Et je vais prendre finalement ces profils d'âge et les coller sur des structures par âge de la population. Si je reprends la structure par âge de la population française, je connais le nombre de gens qui ont telle ou telle classe d'âge, et puis je peux multiplier les probabilités ou les proportions pour obtenir un nombre de vendeurs, si vous voulez, ou un nombre d'acheteurs. Alors dans le slide suivant, j'ai les acheteurs. Donc c'est les bleus, vous voyez, donc c'est un nombre total d'acheteurs. Et avec la déformation au cours du temps de la structure de la population, je peux voir quelle est l'évolution théorique, en fait, du nombre d'acheteurs. Là, c'est quelque chose qui commence en 1946, après la guerre, et qui s'achève maintenant en 2030. Et donc, d'une certaine manière, ça, c'est une représentation de la demande, hein, vous voyez. Et alors, cette demande, malgré les changements démographiques très importants, malgré le vieillissement de la population qui a déjà commencé à avoir lieu, eh bien, elle n'a pas diminué. On voit qu'elle a continuellement augmenté, parce que certes, proportionnellement, les acheteurs sont un peu moins nombreux, mais on a quand même une population qui croît. Donc, les nombres restent relativement importants. Alors, si maintenant je regarde les vendeurs, donc c'est le slide suivant, vous voyez, c'est en rouge. Alors, structurellement, depuis la guerre, elle est plus faible, hein, donc c'est cette tension qui est très forte sur les prix. Et puis, on s'aperçoit que depuis quelques temps, finalement, les nombres de vendeurs augmentent. Donc, on arrive à ces classes d'âge, finalement, qui sont relativement nombreuses. Alors, si je prends le slide suivant, là, en vert, c'est simplement, j'ai indiqué la différence, hein, et vous voyez que en 2011, en fait, le nombre dans ce calcul-là, les deux courbes se rejoignent. Donc, on peut éventuellement s'attendre à quelque chose. Mais ce n'est pas si sûr qu'on s'attende à quelque chose, parce que vous voyez que le processus est déjà relativement bien entamé. Il a commencé dans les années 90, et surtout s'est accéléré dans les années 2000. Vous voyez, il y a un très fort rattrapage des vendeurs par rapport aux demandeurs. Je dirais, dans des années où les prix ont très fortement augmenté. Vous voyez, donc cet argument-là, je ne crois pas tellement, et je vais passer sur un autre argument. Donc c'est le secteur de la construction. Et donc là, l'offre de neuf. Donc vous avez, en gros, là je l'ai mis en base 1 en 1985, donc c'est le poids de ce secteur, si vous voulez, dans l'économie. Donc la valeur ajoutée du secteur
rapporté au PIB. Donc on avait 5,8% au milieu des années 80. On est maintenant à 4,6%. C'est une très forte chute, hein, vous voyez, qui a pris notamment place dans les années 90 et qui se maintient depuis. Et ça, c'est très important. Et alors, ce que disent les études les plus récentes, et c'est à mon sens le plus important, le message le plus important de cette présentation, c'est que la démographie, les structures démographiques expliquent ça. Et elles n'expliquent pas la demande, elles expliquent ça. C'est le transparence qu'il faut. Si je prends un ratio démographique qui est celui-là, bon, qui est un petit peu particulier, qui est en gros acheteur sur vendeur, c'est-à-dire la part des 20-44 ans sur la part des 45-74 ans, quasiment on épouse la somme. Et ça, c'est là je le fais sur ce graphique-là, mais de façon générale, pour la plupart des pays de l'OCDE, pour des systèmes un peu mieux, si on veut prévoir en fait l'évolution du dynamisme de ces secteurs, on utilise finalement la démographie et ça marche très bien. Alors vous voyez, c'est comme si en fait le secteur de la construction, quelles que soient les aides, quelles que soient les évolutions, suivait l'évolution démographique. Vous voyez, les constructeurs, l'offre, anticipent bien les évolutions de la demande et on est donc dans une situation comme ça. Je vais conclure. Donc vieillissement immobilier, donc déjà je dirais que le vieillissement en fait pour le marché immobilier c'est quelque chose qui a déjà commencé, parce qu'on réfléchit beaucoup au vieillissement en pensant au passage à des baby boomers, à l'âge de la retraite, etc. Pour le marché immobilier c'est un processus qui a déjà entamé, qui n'a pas eu d'effet pour l'instant sur les prix, et en plus qui est très corrélé à une faible construction, donc une faible augmentation de l'offre de biens neufs. Il me semble que dans les années à venir, la meilleure prédiction qu'on puisse faire, c'est que ce marché immobilier, ce marché de la construction reste relativement faible, et c'est ça qui me rend un petit peu, je dirais, un petit peu pessimiste d'une certaine manière sur les prix immobiliers. En tout cas, je ne vois pas immédiatement d'impact de la démographie sur une baisse des prix immobiliers. Donc il faudrait peut-être, dans ce cas, voir avec les mesures de politique publique, peut-être plus efficaces que celles qui ont été faites. Donc c'est lié avec éventuellement d'autres éléments de la table ronde, évidemment l'aménagement du territoire. Moi je ne focaliserai pas tellement sur l'aménagement du territoire, je focaliserai plus sur des politiques qui font baisser les prix pour permettre aux gens d'acheter. Donc d'une certaine manière, il faut absolument construire là où les prix sont élevés. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce tout à fait intéressant dans cette discussion. Nous allons maintenant écouter Edmund Mood, qui est professeur à l'Université de Dauphine, donc qui va nous parler plus précisément des services dans les territoires, mais on imagine bien que cette question des services n'est pas neutre dans l'accompagnement du vieillissement. Merci beaucoup, oui. Donc je ne parle pas du vieillissement parce qu'on m'a demandé d'exposer un travail récent sur la localisation des activités de services sur les territoires. Et en effet, l'une des conséquences du vieillissement, c'est tout de même un arrêt d'un vieux modèle. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des vieux modèles, effectivement, où les ménages quittaient la Bretagne pour aller s'installer en Île-de-France, acceptant des pertes de bien-être en échange de salaires un peu plus élevés, grâce aux gains de productivité élevés permis par l'agglomération. Donc ces effets d'agglomération ont produit aussi des effets inverses, qui sont des effets bien connus de déséconomie externe en termes de coûts fonciers, de coûts urbains, etc. Et donc on a bien affaire, depuis les périodes récentes, à une relative inversion de tendance, même si ça reste encore très fort les grandes agglomérations, où les territoires périphériques et les zones côtières, etc. reprennent disons, une certaine importance, et le vieillissement joue un rôle dans, en effet, ce processus. C'est pas seulement des inactifs qui partent, qui quittent les grandes agglomérations pour aller vers les zones, disons, de résidence, mais ce sont aussi des actifs, et donc on a un processus dans lequel, finalement, la manière dont on analyse la vulnérabilité des territoires face à la mondialisation depuis une dizaine d'années a évincé la question des services, qui représentent à peu près les 2/3 des emplois et les 2/3 de la valeur ajoutée en France, et ces 2/3 des emplois, c'est quand même des choses qu'on retrouve dans les territoires. Alors pour cela, il a fallu mesurer correctement la localisation des activités de service. C'est pas commode, et ceci n'a pas reçu beaucoup de travaux. On a beaucoup focalisé sur les activités manufacturières, qui est plus facile à mesurer en termes de concentration et de dispersion. Et on a un petit peu, disons, de manière tout à fait récente, essayé de contribuer à cela. Alors le modèle qu'on a fait, qui consiste, que je résume, c'est peut-être le prochain slide, a d'abord exposé les différences entre les régions, entre les
bien les services échangeables et les services non échangeables, qu'on imagine que les services qui vont aller au vieillissement et aux personnes, ce sont des services plutôt peu exposés à la concurrence internationale. Et enfin, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une montée assez considérable de l'échangeabilité et de la délocalisabilité des activités de services, y compris pour des services qui pouvaient être considérés comme relativement peu exposés. Donc une idée reçue selon laquelle finalement les services de proximité seraient des services tout à fait abrités et relativement battus en brèche, puisqu'on a à peu près maintenant 30% de potentiel de délocalisabilité des services, y compris des services qui n'avaient pas vocation à l'être, comme peut-être les services aux entreprises. Alors, pour ce qui est... c'est juste au slide, voilà, vous allez voir, tout simplement, c'est compliqué, mais c'est un résumé d'une modélisation qui consiste à endogénéiser finalement les typologies des activités de service, parce qu'on a eu beaucoup de mal à les découper habituellement, on les découpe de manière assez formelle, services marchands, non marchands, échangeables, non échangeables, services privés, publics, ou services aux entreprises et aux ménages. En réalité, quand on s'intéresse à la localisation de ces activités dans les territoires, il faut avoir une autre typologie, et ce que nous avons essayé de faire ici, c'est finalement d'endogénéiser ces découpages des services en partant des critères de localisation. Et donc vous avez 3 critères de localisation: les économies d'agglomération, l'accès à des ressources et la proximité des clients. Et en gros, on a 2 types de services assez polaires. Ceux-ci sont des services de la connaissance et de l'investissement immatériel qui ont besoin à la fois d'accéder à des ressources, d'accéder à des économies d'agglomération et d'être proches des clients, qui sont très ancrés sur les territoires et qui sont aussi le produit de la localisation des ménages, pas seulement des entreprises. Et puis on a là des services qui sont complètement volatiles, qui sont des services support du type centre d'appel, etc., qui n'ont pas besoin d'être proches des clients ni d'avoir d'économie d'agglomération. Alors ce qui nous intéresse en termes de services aux ménages tirés par le vieillissement, ce sont les services ici de consommation intermédiaire et finale de proximité. Alors vous pouvez juste passer peut-être, voilà, non pas ça, c'est les services qui sont jolis. Voilà, ce sont juste une façon de présenter de manière, c'est plus sexy le modèle qu'on avait derrière. Ce sont ce type de services. Alors ce type de service, ça représente, si vous allez un tout petit peu plus bas dans les slides, voilà, ça représente à peu près 33% à 34% des emplois en France. Et sur les territoires, ils sont assez considérables en effet. On voit que ici, la question de la désindustrialisation dont on parle, c'est une réalité, mais assez faussement vue, puisqu'on ne prend pas en compte finalement les services de la connaissance, les services immatériels qui sont des services tirés par les entreprises qui sont ici, qui représentent 12% des emplois. Ce qu'il faut regarder, c'est que ça représente en effet 73% totalement des emplois en France, les services, et les services de proximité tirés par les ménages, c'est à peu près, disons, 34 à 35%. On voit que c'est toute la partie rouge ici, de l'emploi total, et les deux choses qui sont en rouge, là, c'est les services de proximité et les services collectifs. Alors les services publics là, qui sont là, publics ou privés d'ailleurs, mais ce sont des services collectifs à forte économie d'échelle. Vous pouvez juste revenir en arrière, non en arrière, voilà, non encore, voilà, ce sont les services judiciaires, la santé, les hôpitaux, etc. Là aussi, ce sont aujourd'hui des services très largement publics, mais ça peut être aussi des services privés. Ce n'est pas le problème de découpage public-privé, c'est le problème simplement de la nature de ces services, qui sont des services à forte économie d'échelle et qui ont besoin en effet à la fois d'une action publique, mais aussi, ou partenariat public-privé, mais aussi qui ont besoin d'un certain nombre de ressources. Alors, si maintenant je passe à la question qui nous importe, qui est de savoir quelle est la contribution de ces services à la vulnérabilité ou aux performances des territoires, on s'aperçoit qu'on a des surprises, parce qu'on a raisonné pendant les 30 dernières années sur les industries manufacturières, et quand on regarde cela, en effet, on a un paradoxe en France qui est assez puissant, qui est qu'on a à peu près, disons, une quarantaine de pourcents de zones d'emploi de régions qui ont des besoins de recrutement qu'elles ne trouvent pas. On a une vingtaine de pourcents de zones d'emploi qui sont des situations de chômage structurel, mais cela, c'était parce qu'on ne prenait pas en compte les services, et il n'y a pas effectivement de mobilité du travail entre les régions choquées par la mondialisation et les régions qui sont plutôt ont besoin d'emploi. Et quand on prend en compte les services, on a une autre vision de la France. Alors vous allez voir, maintenant je reprends mes 6 grandes catégories de services et je mesure voilà, et je mesure la spécialisation de la France, des régions. Alors je le fais avec des données locales, géolocalisées, par zone d'emploi, urbaine, peu importe. Ici, ce sont des zones d'emploi. Et simplement, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut regarder, bien, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que cette cartographie des services
de la prise en compte des activités de service dans la mesure de la spécialisation qui inclut ici des territoires, qui inclut les industries manufacturières. Ça donne une carte de France qui est relativement plus optimiste. C'est Jean Hervé qui parlait d'optimisme. La prise en compte des services remet en cause une vision extrêmement pessimiste de la vulnérabilité de la France, puisque au fond, on travaillait sur un tiers des emplois et pas sur les 2 tiers restants sur les territoires. Et donc on voit ici que par exemple les services de la connaissance et des investissements immatériels, eh bien il y en a beaucoup plus que si on prenait une carte que de la recherche-développement technologique. Il y a des villes moyennes qui apparaissent. On voit que évidemment c'est plus polarisé que les services de proximité qui sont les plus dispersés et les services collectifs ici. Donc au fond, ce qui est tout à fait intéressant dans la prise en compte des services, c'est qu'on voit qu'il existe une forte complémentarité entre les services aux ménages, les services de proximité, les services collectifs à forte économie d'échelle de santé, judiciaire, etc., et les services support, les services de la connaissance, et cela a un lien évidemment direct avec l'industrie. En d'autres termes, le modèle d'inversion où les ménages quittent les grandes agglomérations pour aller vers des villes moyennes ou vers des périphéries, c'est un facteur pas forcément de pessimisme où l'on aurait comme résultat des ghettos de riches vieux, ça peut être un scénario, ça peut être aussi un effet tout à fait intéressant s'il y a des politiques publiques locales qui poussent, et s'il y a des politiques en direction des régions, qui est qu'à partir de ces ménages qui se localisent différemment qu'en suivant les emplois industriels, eh bien, on peut avoir naître des activités de service, des services de support, des services de la connaissance, etc. Donc on a une vision plutôt optimiste. Cela dit, cette vision optimiste, elle bute sur deux aspects qu'on peut effectivement dessiner. Il y a 2 scénarios possibles, ou bien les clivages entre les régions et les zones. À l'intérieur des régions, ce travail peut être fait à un niveau extrêmement infra-zonal, d'une certaine manière. Eh bien, on peut se retrouver très, très rapidement avec ce type de service. Vous pouvez juste revenir, voilà, avec des effets finalement macroéconomiques. Là, c'est un résumé un peu des effets macroéconomiques de ce type de service. Les services de proximité, ce sont des services qui peuvent avoir des effets en termes d'inéquité, d'inégalité, parce que les revenus sont bas, les qualifications sont basses. Donc, si on n'a pas une politique aussi un peu qui favorise le marché du travail, qui comprend la question de l'immigration également, on peut avoir des effets qui peuvent être des effets plutôt assez négatifs. Les services collectifs sont des services qui ont des effets positifs sur l'ensemble de ces éléments. Donc il y a finalement 2 scénarios possibles, ou bien, je conclue, on peut avoir un clivage entre les territoires qui sont des territoires finalement qui vont être tirés par les inégalités de revenus entre les riches et les vieux et les moins vieux, et donc des territoires, des ghettos de riches, avec du gardiennage, des activités de service aux entreprises de sécurité, etc., qui sont un peu les effets ici extrêmement négatifs en termes macroéconomiques, ou bien on peut avoir des politiques au contraire de redensification des villes, des villes moyennes, d'arrêt finalement de l'étalement urbain qui a des effets extrêmement négatifs aussi en termes de coût de l'environnement, etc. Donc on a un second scénario qui est intéressant. Enfin, troisième conclusion de ce type de travail, il faut faire très attention quand on mène des politiques de rationalisation des choix budgétaires sur les services collectifs. Si on a comme seul objectif la rationalisation des choix budgétaires et non la question de la connexion entre ces services collectifs avec les autres types de services et les autres types d'activités sur les territoires, on peut être amené en effet à déstructurer des territoires qui sont des territoires qui passent de territoires résidentiels purs à des territoires productifs grâce à la connexion vraiment qu'on a pu observer entre les services collectifs, les services de support et les services au ménage, les services de proximité. Donc voilà les effets qu'on peut attendre finalement à l'avenir de la relation service-ménage de vieillissement. Tranquillement, ça nous encourage en effet, et on en avait déjà discuté, à approfondir cette relation donc industrie-service en matière de développement territorial. Nous allons maintenant écouter Stéphane Cordobès, qui est professeur au CNAM et conseiller à la DATA, et qui va nous parler donc de la géographie du vieillissement. Quelle géographie du vieillissement en France ? Alors effectivement, quelle géographie du vieillissement? Mais avant de territorialiser ce vieillissement, je vais simplement revenir sur 2 ou 3 chiffres que j'imagine on vous a présentés en début de session, mais que j'ai envie de tenter de donner à voir. Je me base sur le scénario central de l'INSEE, d'évolution de population à 2040.
Donc les chiffres que je voudrais rappeler, c'est qu'en 2040, la France, si on parle de vieillissement par le haut, compterait 18,7 millions de personnes de plus de 65 ans, contre 10,4 millions en 2007, et les plus de 80 passeraient de 3 à 7 millions. Ça donne, je pense que vous avez ces ordres de grandeur en tête. Si on s'intéresse au vieillissement par le bas, on s'aperçoit qu'en 2040, sur 73 millions de personnes, on aurait, en plus de 65 ans, 25,6% de la population, contre 16,3% aujourd'hui. Et parmi ceux-ci, les plus de 80 passeraient de 4,8% à 9,6%. Alors si on faisait un petit exercice de visualisation, considérons que nous faisons territoire d'ailleurs, on pourrait considérer le sujet, on est dans un lieu clos, c'est presque un territoire. Ça veut dire qu'en 30 ans, aujourd'hui, les plus de 65 ans, c'est les 2 premiers rangs, vous avez là. En 2040, on passe aux 4 premiers rangs, ce qui permet de visualiser un peu les proportions. Et parmi ces 4 rangs, on passerait de 0,7 francs de 0,7 francs de plus de 80 à 1,5 francs en 2040. Donc vous voyez, ça donne un peu une idée de si on formait territoire, ce qui impliquerait ce changement. Alors si vous voulez aller voir sur le terrain réellement, c'est à peu près ce qu'on trouve aujourd'hui dans la Creuse ou dans le Limousin. Donc si vous voulez, j'espère qu'il n'y a personne de Limoges, si vous voulez donner une balader dans les rues et voir ce que ça peut donner un territoire avec un niveau de vieillissement, vous allez là-bas et ça vous donnera une idée très, très précise. Ce sont de grands, des territoires très agréables, évidemment. Alors on a un paradigme dans l'aménagement du territoire, c'est que par vocation on considère que tous les territoires sont équilibrés, équivalents, égaux, etc. C'est un paradigme, c'est une hypothèse, c'est aussi une utopie. Si on fait, on se base sur les projections de population, cette fois à l'échelle régionale, je vous ai épargné l'échelle départementale parce que c'est plus difficile à analyser. Ah, non, là vous avancez beaucoup plus vite que moi. Voilà, c'est bien celle-ci. Donc vous avez 2 cartes. La carte des 65-80 et la carte des 80 et plus. Que constate-t-on? On constate donc la taille des bulles correspond au volume de population concernée. Donc on voit que les populations du 65-80 sont essentiellement en région parisienne, en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, PACA et Nord-Pas-de-Calais. Puis après vous avez toutes les bandes littorales atlantiques depuis le sud-ouest. Et les couleurs en fait indiquent le taux d'évolution. Et là, que constate-t-on? On constate entre aujourd'hui et 2040, aussi bien la Bretagne que les Pays de Loire, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, plus Alsace, connaîtraient par rapport aux autres régions un accroissement de ces populations plus important, supérieur à 75%. Alors en soi, c'est pas très surprenant, donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre entre ces régions, parce qu'elles ne connaîtront pas toute la même évolution. Où ce n'est pas très surprenant, et je renvoie à ce que disait tout à l'heure c'est que c'est tout simplement la carte des territoires attractifs que l'on constate depuis 20 ans, et que, puisqu'on est sur un scénario tendanciel, l'INSEE reconduit jusqu'en 2040, et en gros, les plus de, on va dire les retraités, pour faire simple, font exactement pareil que les actifs, cherchent les territoires qu'ils jugent dotés de la meilleure qualité de vie, du foncier peut-être le plus abordable, etc., etc., et ont un comportement qu'on appelle l'héliotropisme, on va vers le sud où on cherche le soleil, ou de thalassotropisme, on va vers les littoraux, et aujourd'hui et demain ce sera plutôt le littoral atlantique que le littoral méditerranéen. Alors là, pour anticiper une éventuelle question, vous pourriez me dire, mais comment se fait-il que le Limousin, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, est en jaune, et finalement connaîtrait une évolution plus faible que les régions que je viens de citer? C'est tout simplement que le niveau de vieillissement est déjà suffisant pour que dans les années qui viennent, ça ne s'aggrave pas énormément. Pardon, aggraver c'est péjoratif peut-être. Ça n'évolue pas positivement en fait. Et puis sur la carte des 80 et plus, en fait, je trouve qu'elle est moins parlante, mais on retrouve à peu près la même géographie, avec une différence, c'est qu'il n'y a quasiment pas de territoire, alors hormis les Limousin, mais on sait pourquoi maintenant, qui connaîtrait une évolution de moins de 100% de cette classe d'âge. Donc toutes les régions françaises, de ce point de vue-là, sont relativement équivalentes. La population des plus de 85 ans, selon ce scénario, serait multipliée par 2 à minima.
je passe à mon deuxième slide. Alors en 8 minutes, je n'aurais pas dû prévoir des images aussi compliquées peut-être. Enfin, très simplement, vous avez d'un côté l'âge moyen en 2007, et puis en abscisse l'évolution de l'âge moyen évalué entre 2007 et 2040. Si je fais simple, ça découpe un peu la France en 4. Alors là, c'est presque du propos de consultant, tellement ça simplifie, enfin c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on voit? Et bien on s'aperçoit qu'il y a quelques territoires qui finalement ont plutôt un âge moyen. Alors l'âge moyen, c'est pas un bon indicateur, il aurait fallu prendre plutôt. Enfin, c'est pas un bon indicateur. Si on voulait être précis, il aurait fallu prendre plutôt l'indicateur du rapport de la population, par exemple des 20, soit 85 et plus de 85, pour évaluer un peu le niveau de dépendance et de solidarité intergénérationnelle qui serait, auquel on s'intéresserait, ou tout simplement le rapport des retraités sur les actifs pour avoir cette fois la dimension économique de ce vieillissement démographique. Donc là, si c'est que j'ai choisi cet indicateur-là parce que ça montre exactement la même géographie. Donc vous avez le quart en bas à gauche, les régions qui finalement sont plutôt plus jeunes et vont par rapport aux autres territoires assez peu vieillir. On trouve l'Île-de-France, on trouve Rhône-Alpes, on trouve le Nord-Pas-de-Calais, on trouve la Haute-Normandie, la Picardie. Au-dessus, vous avez les régions qui ont déjà un âge moyen de la population assez élevé et qui finalement vont assez peu évoluer en termes de vieillissement, tout simplement parce qu'elles ont déjà un niveau de vieillissement important. Et puis vous avez en haut à droite, à savoir la Corse, la Basse-Normandie, voire la Lorraine, des régions qui ont déjà un niveau de vieillissement élevé et niveau de vieillissement qui va encore s'accroître. Et puis en bas à droite, c'est le dernier cadran, et c'est les régions qui sont jeunes aujourd'hui et qui demain vont vieillir de manière très importante. Avec ce dernier cadran, à noter la présence simplement de l'Alsace, et les trois autres qui sont en bas, c'est le territoire d'outre-mer, Martinique, Réunion, Guadeloupe. Et pourquoi elles sont là? Tout simplement parce qu'elles vont connaître, dans les territoires français, ce sont celles qui, dans les 30 prochaines années, vont connaître un vieillissement extraordinairement important. Ça fait aujourd'hui partie des territoires les plus jeunes. Elles vont se retrouver parmi les territoires les plus jeunes. C'est lié à la pyramide des âges de ce territoire. Et puis enfin, vous avez, parmi les territoires d'outre-mer, vous avez la Guyane, qui, vous savez, est le département le plus jeune de France et celui qui vieillira le moins. Enfin, Madame la Présidente, il reste combien? Il faut arrêter. Oui, il faut conclure. Alors, je ne reviens pas. Le dernier, éventuellement, vous la reconnaissez, c'est la carte des aires urbaines. Une autre manière de s'intéresser au vieillissement, c'est non plus par région, mais c'est par type de territoire. Alors, l'INSEE ne fait pas de projection à la commune, donc pas de projection non plus sur comment on va évoluer en termes de vieillissement l'urbain, le périurbain ou le rural. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, sur la base de la répartition des populations, alors à titre d'ordre de grandeur, les gens qui habitent la ville, l'urbain dense, aujourd'hui c'est 65% de la population. Les gens qui habitent le périurbain, donc du urbain non dense, du urbain qui reste à inventer, c'est 30% de la population, et 5% des populations habitent les espaces ruraux les moins denses. Alors, il est bien évident qu'en termes de vieillissement, les territoires périurbains doivent être mis sous surveillance. Pourquoi? Parce que ce sont des territoires qui sont apparus, qui sont développés depuis les années 60, qui ont principalement hébergé des familles, qui ont principalement hébergé des familles, et que s'il n'y a pas de mobilité, de ces populations, ça veut dire que ce sont des territoires qui, a priori, devraient connaître un vieillissement extraordinairement important par rapport aux territoires urbains ou par rapport aux espaces ruraux. Et évidemment, par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure sur la mobilité, sur les problématiques d'accessibilité aux services, etc., ça pose un problème non négligeable, parce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec des populations âgées, avec des besoins, et qui sont situées dans des zones assez peu équipées aujourd'hui pour satisfaire ces besoins en termes de santé, en termes de services de proximité, etc., etc. Merci. Merci beaucoup. En fait, votre propos de conclusion va me permettre de faire le lien avec la dernière intervention,
puisque Jean Maillard, qui représente Benjamin Dubertré, donc de la direction des fonds d'épargne, va pouvoir expliquer le rôle de la Caisse des dépôts, qui a un rôle de financement des infrastructures et donc sur l'aménagement, la conception d'aménagement très important. Donc cette transition est parfaite. Oui, merci donc pour la transition. Donc je représente Benjamin Dubertré qui n'a pas pu venir. S'il n'est pas là, je permets de rééquilibrer l'équilibre homme-femme de cette table ronde. Voilà, ça aura au moins servi à quelque chose. Alors l'idée ici, c'est de vous parler du vieillissement des territoires avec le regard un petit peu extérieur d'un investisseur. C'est-à-dire que nous, on a regardé un petit peu cette thématique avec recul et en se demandant à quel moment on peut intervenir et qu'est-ce que cette thématique nous suscite comme réflexion. Moi, j'ai retenu avec Benjamin en préparant cette intervention que le vieillissement, en tout cas, nous mettait face à d'innombrables défis qui mobilisent différents corps de métier, les corps de métier comme ceux qu'on a autour de cette table, c'est-à-dire les chercheurs, les sociologues, les démographes, pour faire le diagnostic qui est un préalable indispensable à l'adaptation au territoire, mais il mobilisera aussi des corps de métier nouveaux et qui devront se mettre tous ensemble autour de la même table, des corps de métier qui fabriquent les infrastructures, des urbanistes, des architectes, des corps de métier dans le secteur du médico-social, mais aussi dans les nouvelles technologies, pour permettre que la nouvelle technologie soit accessible à tout le monde. Et donc finalement, aujourd'hui, un colloque comme celui-là permet que se rencontrent des différents corps de métier pour que le diagnostic, les solutions et finalement, parce que c'est en ce moment-là que je parle, les financements appropriés soient proposés. Donc je vais essayer de rappeler les défis que soulève la thématique du vieillissement au niveau des territoires pour la Caisse des dépôts. Alors le diagnostic, il a été posé, notamment avec la cartographie. Alors le diagnostic macroéconomique du vieillissement, je pense que ça a été dit en introduction, c'est le vieillissement de la population, il est inéluctable. Et ça, on le sait depuis très longtemps. La pyramide des âges met du temps à s'inverser. On sait que le vieillissement est inéluctable, donc on n'a pas vraiment le choix que de s'y adapter. Le deuxième élément de diagnostic, et celui-là, vous avez évoqué son caractère pas forcément inéluctable, c'est les disparités de territoire. C'est-à-dire qu'on a, dans le diagnostic du vieillissement au niveau du territoire, on sait qu'il va y avoir des disparités. On sait que, donc vous l'avez montré, que les populations, les territoires les plus vieillissants seront souvent d'ailleurs ceux qui se situent au bord de la mer. La question c'est si finalement la ville s'adapte très en amont à la thématique du vieillissement, est-ce que cela sera en mesure d'engendrer une modification des mobilités entre territoires? C'est-à-dire, est-ce que le vieillissement demain ne sera pas un facteur d'attractivité si la ville s'y adapte? Et donc toutes ces cartes qui prennent en compte, en fait, si j'ai bien compris, les mobilités passées pour les projeter, pourrait être mis en cause par des collectivités territoriales qui auraient mis au cœur de leur stratégie urbaine l'adaptation au vieillissement. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce diagnostic au niveau territorial est inéluctable? Et puis, troisième élément de diagnostic qu'on a relevé en regardant ça, c'est que le vieillissement, c'est pas seulement les plus de 60 ans. Donc on a trois phases de vieillissement. Alors je les ai notées parce que ça, j'en suis pas une spécialiste. Entre 60 et 75 ans, on est encore actif. 75-85 ans, on commence à avoir des mini-handicaps qui peuvent être gênants. Et au-delà, où il s'agit d'adapter la dépendance. Voilà, donc les trois éléments de constat. Ces trois éléments de constat, qu'est-ce qu'ils impliquent au niveau de l'adaptation de la ville? Alors là, on aura retenu deux éléments, l'espace privé en priorité et l'espace public. Mais le lien entre les deux, entre cet espace privé et cet espace public, c'est que la ville de demain, pour être adaptée à la problématique du vieillissement, s'intègre complètement dans la notion de ville durable. Et j'ai noté, en fait, les collectivités locales en France se sont engagées dans le cadre de l'agenda de Rio, beaucoup plus global, à adapter leur territoire aux défis du développement durable. Et quand on regarde les 5 critères du développement durable, donc je vous les rappelle,
parce que bon, en tout cas l'exercice a été utile pour Benjamin comme pour moi. Donc la lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère, la préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, et enfin les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Finalement, on se rend compte dans la définition de la ville durable qu'on ne peut absolument en aucun cas exclure la thématique du vieillissement et qu'une ville adaptée au vieillissement sera une ville durable. C'est pour ça qu'il faut adapter donc ces infrastructures. En premier lieu, l'espace privé. Pourquoi? Parce que ça répond à une aspiration des Français. Donc quand on fait des sondages, 95% des Français aspirent à vivre chez eux, et ils le font déjà, hein, la plupart des personnes âgées vivent chez elles. Donc premièrement, c'est une aspiration, et deuxièmement, c'est une évidence. Financièrement, le coût à supporter pour créer des structures d'hébergement spécifiques serait tout simplement inatteignable en termes de finances publiques. Donc voilà, ça c'est l'adaptation du logement, la question du vieillissement dans le logement, un préalable indispensable. Et ensuite, que faut-il faire au niveau du logement? Pourquoi l'adapter? Eh bien, pourquoi l'adapter? C'est pour prévenir les accidents. Et là, c'est une dimension évidemment qui touche aussi le cœur de la société, sachant qu'on note que les chutes causent, par exemple, pour montrer dans les statistiques un petit peu désagréables de cette thématique, j'ai été plutôt agréable aujourd'hui jusqu'à présent sur les défis, donc sachant que le vieillissement, les chutes causent environ 10 000 décès par an et 134 000 incapacités. C'est donc l'adaptation du logement, elle est au cœur de la préoccupation en la matière. L'adaptation du logement, c'est parce qu'aussi une population vieillissante, c'est un changement de la taille des ménages. Il y a beaucoup plus, les ménages, les personnes âgées vivent de plus en plus seules du fait tout simplement de la disparition de leurs conjoints. Donc voilà, les questions de l'adaptation du logement, les questions auxquelles il faut répondre, appuyer sur le diagnostic du vieillissement, c'est-à-dire quelle sera la proportion à quel moment. J'ajoute que dans un contexte de ville durable, on ne faut pas la nécessité de faire des logements uniquement adaptés aux personnes âgées. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ce logement? Il faut ensuite que le logement se renouvelle, soit intégré dans un parc qui puisse lui aussi s'échanger contre d'autres catégories de ménages. Donc voilà, il y a des questions quand même d'architecture, d'urbanisme à évoquer. Au-delà de la spécificité du logement et de l'adaptation de la ville à la question du logement, il y a évidemment celle des hébergements spécifiques. Alors là, on n'avait pas prévu de faire, de donner d'éléments d'images, mais néanmoins il existe des cartes des cartographies de la disposition d'hébergements spécifiques pour personnes âgées. Donc on a aujourd'hui la carte de France de l'équipement en infrastructure personnes âgées. On s'aperçoit que quand on la croise avec vos cartes de diagnostic de où seront les personnes âgées à horizon 2030, on s'aperçoit que là il y a de réels efforts à faire pour l'hébergement des personnes dépendantes. C'est-à-dire quand on regarde cette carte, on s'aperçoit que dans les territoires du sud de la France, ils sont très peu équipés en hébergement adapté. Donc voilà comment, en croisant le diagnostic et les solutions, on peut avancer. Pour que la ville soit durable, il faut bien entendu adapter les espaces publics dans diverses problématiques. Alors il y a la problématique des infrastructures de personnes liées avec les personnes âgées. Donc là, pareil, on a fait des recherches et je me suis aperçue qu'il y a énormément de littérature qui existe. Il y a un rapport de l'OCDE dédié entièrement à la question des transports à l'aune du vieillissement. Donc il propose, outre la question des transports, mais celle, pourquoi pas, de revoir le code de la route adapté au vieillissement. Donc vous voyez, c'est quand même des problématiques qui interpellent les experts. Il s'agit de l'accessibilité, donc pas seulement en termes de transport, mais par exemple de centres commerciaux, de centres de loisirs. L'accessibilité, pourquoi? Pour rompre l'isolement. Là encore, au niveau de la ville, des espaces publics et des infrastructures, il y a plusieurs solutions qui sont proposées. Alors on va de nouvelles formes de colocation. À ce sujet, j'évoquerai une web TV, un débat de la web TV, puisque j'ai regardé ça hier soir pour voir si j'étais dans la thématique. Il y a eu
une table ronde sur le sujet de la ville de demain adaptée à personnes âgées. Et donc là, il y a des témoignages assez intéressants sur les colocations entre personnes âgées et entre personnes âgées et jeunes, ou alors carrément les ghettos, les nouvelles formes de ghettos où les populations âgées vivraient ensemble dans le même quartier. Voilà. La ville durable, il faut la concevoir de manière intégrée et non séparée, logement et infrastructure, mais vraiment voir les choses ensemble pour préserver la cohésion et la mixité. L'enjeu pour un investisseur comme nous, alors la Caisse des dépôts, c'est bien sûr d'intervenir. Notre légitimité, c'est parce qu'on a une vision à long terme, donc on peut accompagner le diagnostic, et c'est la raison pour laquelle Isabelle Laudier a proposé de soutenir ce colloque. C'est vraiment accompagner un diagnostic qui nous permettra de financer au mieux les infrastructures de la ville de demain adaptées. Et pour cela, vous savez que la Caisse des dépôts donc, a plusieurs leviers. Elle finance sur fonds d'épargne, donc la direction à laquelle j'appartiens, de plus en plus de logements. On est passé de 4 000 lits financés en 2006 à 10 000 en 2010. Et la demande s'accroît et se poursuit, donc financement sous forme de prêts. La Caisse des dépôts intervient aussi énormément, beaucoup au niveau de la direction territoriale et du réseau sous forme d'investisseurs. Elle a notamment créé la foncière CDC Génération. J'aperçois Éric Dorison, son directeur général. Si vous avez des questions sur cette structure, il sera mieux placé que moi pour en parler. Voilà, ce que je voulais soulever, c'est que le vieillissement, c'est un thème qui peut parfois, quand on l'aborde un petit peu de loin, être synonyme de dégradation, appauvrissement, ralentissement, mais finalement que les défis qu'il propose et les solutions qu'on peut lui apporter pourraient être des caractéristiques pour demain d'une ville moderne et susciter notre innovation à tous. Merci à l'ensemble des intervenants d'avoir bien voulu se prêter au jeu des 8 minutes, ce qui nous laisse quelques minutes pour des questions de la salle, avant la pause. Je vois un bras qui se lève. Merci de vous présenter peut-être. Jean-Claude Azra, journaliste. Le vieux est volontiers migrateur, en tout cas quand il en a les moyens, avec une maison en ville, une maison au bord de la mer ou à la campagne, ou même on peut imaginer que les gens ne vivent pas leur fin de vie à l'endroit où ils ont vécu leur retraite. Dans quelle mesure est-ce que tout ça impacte éventuellement lourdement vos réflexions? Une autre question? Jean-Michel Bianco. Une question devant, première. Oui, bonjour. Dans la même veine, je dirais, dans quelle mesure le développement durable que vous avez esquissé impacte de la même façon les transferts de population. Je prends un exemple. Il est clair que les bords maritimes vont quand même avoir des... On le voit actuellement, il est de plus en plus difficile de vivre dans le Var, alors que lorsque j'y étais, il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile. À l'heure actuelle, il y pleut beaucoup et ça déborde beaucoup. Voilà. Il semblerait que le réchauffement climatique ait quand même un impact aussi sur les bords de mer, et donc dans quelle mesure, en fait, ce genre d'événement peut impacter justement ces transferts de population. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre aux questions? Oui. Oui, effectivement, on prend en compte dans nos réflexions ce qu'on appelle les phénomènes de mobilité ou de migration en fonction du cycle de vie. Vous savez, il y a le schéma typique, on est plutôt en ville, on va à l'université toujours en ville, et puis quand on fonde une famille, on va plutôt dans le PE urbain parce qu'on est en recherche de confort spatial et de foncier accessible. Quand on élève les enfants, on reste dans ce milieu, et puis en général, au moment du passage à la retraite, soit on se rapproche d'une résidence secondaire dans des territoires plus attractifs et éventuellement on s'y installe, et puis, dernier âge de la vie, on revient vers les pôles urbains pour bénéficier d'aménités et de services adaptés. Alors ça, c'est très schématique, parce que globalement, on ne sait pas du tout comment ça va se passer dans les années qui viennent.
au vu de l'importance du vieillissement et du volume important du nombre de personnes concernées. Et puis, deuxième élément de réponse, le vieillissement c'est aussi un marché. C'est aussi un marché, et de fait, si les acteurs publics s'en soucient, les acteurs privés s'en soucient aussi, et entre autres, en termes de construction, de logement, etc., et ben, les personnes, les jeunes retraités, on va dire, sont des cibles qui aujourd'hui sont parfaitement identifiées, d'ailleurs autant par les acteurs privés que par les élus locaux, qui, en captant cette population, permettent à leur commune un apport de revenus et donc de services et d'activités derrière considérable. Et on est sur un mode de développement sur la base économique résidentielle qui est très important, qui fait qu'il y a vraiment une volonté assez partagée des acteurs qui construisent les territoires de capter cette population de personnes âgées. Après, est-ce que c'est durable? Je ne le pense pas. Mais a priori, nous ne disposons pas aujourd'hui des outils en matière d'urbanisme, voire de planification spatiale, pour intervenir sur le choix de résidentialisation des personnes, voire même sur le fait qu'on construise à certains endroits et pas d'autres. Donc on est plutôt démunis si on est dans une logique d'aménagement plus durable du territoire pour réguler ces flux. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous propose maintenant peut-être la pause afin de continuer à rester tout à fait à l'heure.